Posé comme un trophée, à côté de la route qui longe le golfe de Béjaïa, le château de la Comtesse ne laisse personne indifférent. Entre l'admiration des touristes de passage et les regards bienveillants des habitants de la région, il s'est imposé comme un repère. Du haut de ses 130 ans, il a vu naître, grandir et mourir la folie coloniale. Mais il a aussi été le témoin d'honneur d'une belle histoire d'amour. Ces mesures, par leur audace architecturale, ces constructions ont voulu défier le temps. Sans revendiquer une filiation aussi noble et prestigieuse, le château de la comtesse d'Aoukas porte la même promesse d'amour éternel. Totalement subjugué par le charme de sa femme algérienne, le propriétaire, un général français du nom de Victor Poisat, se propose de donner à cette imposante bâtisse le nom de famille de sa dulcinée. « Tu t'es marié avec moi et non pas avec ma famille », lui aurait répondu celle-ci. Face à son refus, il choisit alors le titre de comtesse pour associer celle qu'il aimait à son vaste domaine. Aucune trace écrite ne permet d'identifier formellement le constructeur originel du château. Un document de la conservation des hypothèques de Bougie, daté du 27 février 1947, désigne néanmoins messieurs Victor Poisat et Jean-Claudius Raymond Poisat, originaires de la région lyonnaise, comme propriétaires du domaine. Érigé sur une petite colline, le château dominait autrefois de vastes vignobles. De Bougie jusqu'aux gorges de Kherrata, la fertile bande de terre coincée entre la mer et la chaîne montagneuse des Babors était très largement consacrée à la culture du raisin. Ces espaces, autrefois recouverts de forêts, seront rapidement accaparés par les colons. Ce sont essentiellement de riches colons de la région de Lyon, en France, qui ont bénéficié de la générosité de ces terres baignées de soleil et gorgées d'eau. Aussi étonnant que cela puisse paraître, la colonisation de la région de Bougie a été presque totalement confiée à l'initiative privée. Si la plupart de ces domaines ont été dévorés par l'urbanisation, il reste encore quelques vestiges de cette époque, tels que le château de Djoua, situé à quelques encablures de Bougie. Moins somptueux que le château de la Comtesse, celui-ci affiche néanmoins les mêmes raffinements architecturaux et la même quête de noblesse. Abandonné à son sort, il est aujourd'hui envahi par les figuiers. Grâce à sa singulière beauté et à la mobilisation du mouvement associatif, le château de la Comtesse a échappé de peu à un aussi funeste destin. Longtemps abandonné ou livré à des initiatives hasardeuses, il a fort heureusement bénéficié d'un important programme de restauration. Placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a été transformé en une très jolie auberge baptisée du nom de Mohamed Boudiaf. Bien que les vignes aient aujourd'hui laissé place à la culture maraîchère, la bâtisse semble encore veiller sur les lieux. Construite dans le plus pur style Renaissance, elle fait immanquablement penser au château de la Loire. Par son respect des principes de symétrie, l'équilibre de ses proportions, ses arcs surbaissés et ses ornements architecturaux tels que ses piliers décoratifs ou encore les consoles, la demeure dégage une délicate impression de légèreté.
Avec ses belles lucarnes orientées vers le nord, le vieux château semble regarder ailleurs. D'après certaines sources, il semblerait que ce soit un architecte italien qui a dessiné les plans et dirigé les travaux. Autour de la bâtisse principale, des dépendances ont été aménagées au fur et à mesure du développement de l'exploitation viticole. Une maison pour les domestiques, une étable et des cuviers pour recueillir et fouler au pied le précieux raisin sont ainsi venus se poser autour de la maison de maître. Si aucune trace écrite ne permet de situer dans le temps le début des travaux, la date inscrite sur le linteau de ce qui servait autrefois de cave de vinification laisse supposer que l'édifice a été réceptionné autour de l'année 1890. Représentant le soubassement sur lequel repose le château, cette cave semble avoir traversé le temps sans avoir subi trop de dommages. Haut de 7 mètres et d'une superficie de plus de 170 mètres carrés, cet espace affiche des formes très épurées. À l'extérieur, l'un de ses murs porteurs est renforcé par d'imposants contreforts qui ajoutent au caractère monumental du château. Juste au-dessus de cette cave, une large et magnifique terrasse offre une vue imprenable sur la région. Le porche qui s'étire au-dessus de cet espace donne accès à ce qui était autrefois l'entrée principale de la demeure. Profondément réaménagés et modernisés, les espaces intérieurs du château ne permettent malheureusement plus de s'imprégner de l'atmosphère des premières heures. Les pièces du rez-de-chaussée accueillent aujourd'hui le personnel administratif de l'auberge. Comme pour définitivement chasser les fantômes de la colonisation, un portrait du très regretté Mohamed Boudiaf accueille les visiteurs. Au premier étage, les chambres et les autres pièces ont du mal à raconter leur passé. Bien trop actuel, le carrelage, la faïence et les peintures ont jeté un large voile sur l'histoire de la demeure. Il faut en fait se mettre au balcon pour se rappeler que nous sommes dans un château de la fin du XIXe siècle. Au-dessus du premier étage, le grenier laisse apparaître la charpente sur laquelle repose le toit et sa belle coupole d'ardoise. Particulièrement abîmée par le temps, la toiture a nécessité beaucoup d'efforts et d'argent. Il a d'ailleurs fallu faire venir de l'étranger la très distinguée variété d'ardoise dont elle est recouverte. Plus discrète, la façade postérieure du château respecte elle aussi les principes de symétrie si chers à l'architecture de style Renaissance. De ce côté, les fenêtres donnent sur une jolie placette agrémentée de plantes. Le matin, lorsque le soleil est au rendez-vous, 2 palmiers centenaires projettent leur ombre sur les murs de pierre. Trop éprouvés par les outrages du temps, les tables, la grange et les cuviers ont tout simplement été détruits. À leur place, une bibliothèque, un restaurant, des salles de sport et de conférences sont venus compléter l'offre de séjour de ce qui est désormais une auberge. Afin de répondre à leurs besoins en eau, les propriétaires avaient creusé des puits et aménagé des bassins autour du château.
Désœuvré, mais toujours à flot, l'un de ces puits alimente de temps à autre une improbable cascade artificielle. Telle une allégorie du temps qui passe, l'eau qui ruisselle délicatement le long de ses parois nous rappelle qu'à chacune de ces caresses, la vie nous arrache un peu de nous-mêmes.